Au niveau du programme, il y aura donc une introduction par l'AREA et LCA. Donc, ce webinaire est co-organisé avec ces deux organismes, la CCI, ADOC et le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc, on aura ensuite une intervention de David Macheneau, d'OPO, sur les apports du numérique pour le pilotage de votre entreprise. Un point avec Flavien Solaire de la CCI Occitanie qui nous parlera de la plateforme CCI Business et du club des offreurs de solutions. Nous aurons ensuite des présentations d'offreurs de solutions de la récolte de la donnée à son exploitation en passant par l'ERP avec Monsieur Malher d'Astré Software sur logiciel MES, 3 bonnes raisons de se lancer et 2 freins à lever. Monsieur Breton de Flutilient sur automatiser le pilotage de votre activité grâce à la Smart Data et Myrène Lafourcade de CIMAX sur les outils de gestion pour se digitaliser. Je vous présenterai pour ma part donc le parcours régional Industrie du futur. Et enfin, nous aurons le témoignage de Monsieur de Donzel pour le groupe Barba qui nous précisera les étapes d'un changement de RP. Et on pourra prendre un petit temps de questions-réponses. Donc, dans les bonnes pratiques, merci à tous de bien vouloir couper vos micros pendant le webinaire. Si vous avez des questions, vous avez les petits, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat et on pourra prendre vos questions soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Du coup, je laisse la parole à Anne et Sandrine. Sur un petit rappel, hein, donc cette présentation, enfin donc cette séance est enregistrée. L'enregistrement a démarré. Alors bonjour à tous, Sandrine Arène, chargée de mission à la coopération agricole, pour vous faire un petit point sur le fait que ce webinaire rentre dans le cadre du contrat agroalimentaire qui a été lancé par la région il y a 2 ans et qui est porté par la coopération agricole et l'AREA Occitanie. L'idée de ce contrat, ce qu'on a appelé le grand dessin, c'est de développer en Occitanie une alimentation plaisir plus saine et plus durable avec des entreprises créatrices de valeur sur l'ensemble du territoire. Alors ça se passe en fait au travers d'une dizaine d'actions qui ont été mises en place pour soutenir et aider les entreprises agroalimentaires régionales et leur donner les moyens de se transformer. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter avec Anne rapidement les actions opérationnelles des projets travaillés notamment sur 2022. Ok, donc bonjour à tous. Donc moi, Anne Gérard, chargée de mission à l'AREA Occitanie. Voilà, et donc copilote du contrat de filière. Donc là, juste sur cette partie-là, on a donc quelques actions qui sont sur donner les moyens aux entreprises de se transformer. Donc là, il y a 5 actions opérationnelles. Juste rapidement, sachez qu'il y a une action sur la formation. On est en train de travailler sur des formations spécifiques métiers qui manquent justement dans la formation continue. Parce que je suis rentrée en plus en même temps, attendez, excusez-moi. Des actions sur la qualité de vie au travail, donc avec des diagnostics, voilà, des choses qui sont faites pour accompagner les entreprises sur le sujet. Des actions, nouvelles techno, donc c'est le webinaire le webinaire d'aujourd'hui rentre dans cette action-là. Des actions communication métier, l'idée c'est d'avoir on a une marque employeur collective, Nourrissons notre avenir. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer l'image de l'agroalimentaire auprès des jeunes, auprès des demandeurs d'emploi, et de fidéliser les salariés. Donc là aussi, beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Au niveau stratégie aussi, une action sur la stratégie où il y a aussi des webinaires que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver en replay sur le site du contrat de filière agroalimentaire, où là, il y a aussi effectivement plusieurs sensibilisations et un parcours mis en place aussi de formation pour les dirigeants. Une autre action, dans Restaurer la confiance, qui est l'action RSE, responsabilité sociétale des entreprises, où l'idée, c'est vraiment d'engager les entreprises dans une démarche RSE. Donc là, dans le cadre de cette action-là, il y a des outils pour vous aider à mettre en place une démarche RSE en 10 étapes, une charte collective avec un engagement des entreprises autour de la RSE et des suivis d'indicateurs pour valoriser les entreprises engagées. Et on est en train de monter un parcours aussi Axel RSE qui sera spécifique pour les TPE de moins de 10 personnes pour les accompagner, les aider au travers d'outils collectifs, individuels sur leur démarche RSE. Alors sur l'engagement construire un pacte d'union régionale, on a travaillé plus précisément 2 actions très opérationnelles.
La première étant l'action de mutualisation qui permet d'identifier les besoins sur des territoires. Et là, pour avoir des cas concrets, on a un travail qui a été réalisé sur le territoire de Saint-Afrique qui avait pour but d'étudier le potentiel de mutualisation et de coopération, quels que soient les secteurs d'activité en fait, sur l'emploi, la formation et le logement. Et une deuxième thématique qui a porté sur l'export du vin en vrac, puisque des enquêtes ont été réalisées auprès de caves coopératives et ont montré qu'elles avaient un réel besoin, une réelle demande d'accompagnement export, surtout dans le contexte de tensions sur les vins, sur les marchés du vin. La deuxième action, qui est l'action filière d'appro régionale. L'objectif, là, c'était d'encourager la création de filières d'approvisionnement régional équitable grâce notamment à la contractualisation. Et on a travaillé sur 2 dossiers principalement. Le premier sur la filière appro fruits et légumes, qui était en fait de répertorier, de mettre en place une cartographie accessible en ligne pour identifier les outils de première transformation en région. Et une deuxième thématique qui était, suite à une enquête auprès des entreprises agroalimentaires, lorsqu'on leur demandait quelles étaient les matières premières d'origine Occitanie qui pouvaient manquer, entre guillemets, on a eu une réponse qui portait sur l'amande. Donc, un travail sera mené en 2023 sur une potentielle filière amande. L'action sur l'engagement, s'approprier un socle collectif fédérateur. L'action priorisée, là, c'est celle qu'on a appelée l'action Belle Histoire. L'objectif, c'est quoi? C'est de donner de la visibilité aux entreprises agroalimentaires pour renforcer leur attractivité. C'est surtout de parler d'une seule et même voix et de partager les valeurs, les émotions et les pratiques durables et la fierté d'appartenance, tout en s'appropriant un socle commun fédérateur. Et donc là, c'est passé par la mise en place d'une co-construction d'un message à partir des histoires individuelles et de valoriser l'agroalimentaire de manière collective. Alors, pour finir, toutes ces actions sont répertoriées dans le site agroalimentaire, du contrat agroalimentaire, donc qui est le contrat agroalimentaire occitanie.fr, où vous trouverez par rubrique les différentes actions détaillées, avec à chaque fois les outils sur lesquels vous pouvez, que vous pouvez aller voir et dont vous pouvez vous servir. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube du contrat agro les replays des webinaires et une rubrique agenda qui vous repropose tous les ateliers mis en place et tous les événements disponibles sur l'année et au travers duquel vous pouvez vous inscrire sur de nouvelles thématiques. Voilà. Merci. Vous n'avez pas de questions sur cette introduction sur le contrat de filière agro dans lequel ce webinaire est monté. Je vais passer la parole à Monsieur Machenot pour entrer dans le vif du sujet du webinaire de ce jour sur justement le pilotage de votre activité, ERP, autres solutions digitales. Et donc, je vous laisse la main pour le diapo. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez le document ou pas? Ouais, Oui, super. oui, c'est bon. Impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis un des cofondateurs d'OPEO. On accompagne les industriels dans leur transformation aujourd'hui, donc qu'elles soient sous l'angle performance, apport du numérique et même circularité aujourd'hui. Donc, on accompagne toute taille d'entreprise. Et particulièrement en Occitanie, on aide à travers le parcours Industrie du futur. Et moi, ce qui me tient à cœur là, dans ces sujets de transformation, c'est surtout comment on a des équipes qui font la performance. Donc, je suis très sensible au sujet de collectif et de performance. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment le numérique apporte de la valeur là-dedans et se met au service de l'équipe. Je vais juste... ouais. Ok, il y avait un peu de bruit. Voilà, donc on m'a demandé de faire une introduction. Donc je voulais autour du pilotage d'activité. Et ça, c'est un peu le premier sujet quand on arrive dans une usine et qu'on se pose la question au départ de numérique, de l'ERP ou toute autre solution digitale, c'est de revenir au départ, qui est qu'en fait, dans une usine, dans un atelier ou même dans un point de vente, en fait, on a besoin de piloter l'activité. Et moi, j'ai jamais mis les pieds
sur le terrain sans avoir un chef d'équipe qui sait où il en est, que ce soit alors dans l'agro, on a beaucoup de sujets autour de la traçabilité, des pertes matières, on a l'énergie aujourd'hui qui monte, donc il y a énormément de problématiques. Et piloter l'activité, c'est ça en fait, c'est de se dire comment je fais de la performance aujourd'hui, qu'elle soit en coût, qu'elle soit en délai, qu'elle soit en qualité. Et avant le numérique, on va le voir après, et en plus on a la chance d'avoir aujourd'hui des offreurs de solutions qui vont expliquer comment on peut leur rendre les choses faciles dans le domaine du numérique. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je veux faire comme pilotage aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'aider à grandir. Donc c'est autour de ces questions-là, en général, qu'on va amener les premières idées sur les cas d'usage du numérique, parce qu'en se disant, tiens, aujourd'hui, concrètement, je veux la traçabilité sur mes chariots qui transportent le liquide, je veux comprendre mes arrêts de process si je suis dans une industrie de process, je veux améliorer mes tournées de maintenance, je veux parler de qualité, je veux voir aujourd'hui mes coûts énergétiques, mais beaucoup plus détaillés pour voir les pics de conso sur la journée. Toutes ces problématiques qu'on vit dans l'industrie, c'est ça le point de départ. Ensuite, je vais rentrer dans un petit peu le paysage du numérique pour faire le lien. N'hésitez pas à poser des questions ou même à poser vos attentes. Donc, vous avez une messagerie, ce sera plus sympa pour moi si j'arrive à voir un petit peu vos attentes. Donc, mettez sur la messagerie les questions que vous vous posez aujourd'hui sur ce sujet-là, les motivations que vous avez sur ce webinaire, et comme ça, je pourrai répondre soit au fil de l'eau, je vois la messagerie, soit vous pouvez m'interrompre. Si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez prendre la parole, ce sera avec plaisir. J'aurai moins l'impression de faire un monologue. Voilà. Et ça sera valable, je pense, pour mes collègues que je connais bien, les offreurs. Donc, n'hésitez pas. Je vois aucun message, donc je me dis que vous n'avez aucune interrogation. À mon avis, vous en avez, donc n'hésitez pas. Donc, en fait, Kesako, quand on parle de RP, solution. Oui, c'est une question ou j'entends quelqu'un, mais non. Dommage. Donc, on va rentrer dans le monde entre 5 et 10 minutes dans le monde du numérique aujourd'hui pour remontrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Dans les années 2000, en fait, on parlait beaucoup de RP notamment, avec la promesse qu'on aurait une solution digitale qui s'étendrait à l'ensemble des besoins de la société. Donc, c'est le petit dessin, c'est le petit rectangle noir en bas. La promesse était à l'époque de structurer tous les processus de l'entreprise avec de la donnée et d'être capable de la commande au pilotage dans les ateliers, de répondre à tous les cas d'usage, tous les besoins de numérique dans la société. En fait, la promesse, elle est remplie sur une partie des cas d'usage, hein, sur la finance, sur toute la donnée technique. Donc, les ERP permettent de structurer une partie des processus cœur de l'entreprise. Mais on s'est vite rendu compte dans les années 2010 et même encore davantage aujourd'hui que les cas d'usage, il y en a beaucoup dans l'entreprise. Donc, dans les grandes entreprises, ça va être on va pouvoir le mesurer au nombre d'Excel qui se baladent, qui font en fait tous les cas d'usage donc couverts par le RP. Dans les petites entreprises, même TPE, on va se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment que je mette un ERP alors qu'on est 5, alors qu'on est 10, et que ça a l'air d'être un gros outil. Et effectivement, c'est ça la question aujourd'hui. On se rend compte que, et vous allez le voir après, notamment avec les offreurs, le vrai sujet quand on est industriel, c'est d'une part maîtriser la donnée qu'on a dans l'entreprise ou savoir la créer, parce que quand on a de la donnée, on peut comprendre des choses, on peut même offrir des services supplémentaires dans l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est surtout que le numérique aide sur des vrais cas d'usage, c'est-à-dire je veux suivre mes cuves, suivre ma cadence, savoir combien de commandes j'ai aujourd'hui. C'est le vrai sujet, c'est par rapport à moi industriel et la spécificité et de mon métier, mais aussi de mon organisation propre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc on est passé d'un ERP dans les années 2010 à un ERP dans lequel on a essayé de connecter autour d'autres solutions avant de se dire, et ça c'est cette page-là, de se dire que le logiciel finalement, qui est à la fois un usage, qui structure l'usage et la donnée, peut avoir certaines rigidités, et surtout quand on va essayer de connecter des applicatifs entre eux, c'est-à-dire je mets un ERP, puis demain
je veux gérer la relation client avec ce qu'on appelle un CRM, un logiciel de gestion de clients. Bah, comment je vais connecter les deux? Puis arrive après un troisième cas d'usage, une troisième solution, quatrième, et très rapidement, ça devient hyper compliqué à gérer. Et donc, aujourd'hui, la vision, elle est autour de ce qu'on appelle la vision data-centrique, c'est d'être capable de dire mon sujet, c'est la donnée. Donc ça, je veux savoir où elle est, je veux savoir l'utiliser. Et je vais autour de ce centre de données, cette base de données, mettre les applicatifs dont j'ai envie, mais vraiment sur les besoins qui sont les miens, que j'ai détectés et que j'ai testés. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, connaître sa donnée, la structurer et être propriétaire, reprendre le pouvoir sur cette donnée-là, qui auparavant était dans des logiciels pas toujours, qui n'étaient pas toujours accessibles, dans des logiciels un peu obscurs. Et puis, d'être très agile sur le nombre d'applicatifs, puisqu'on voit à droite, si on a bien structuré sa donnée et qu'on connecte à la donnée un logiciel, on n'a qu'un aller-retour à faire au lieu d'être dans la complexité qu'on avait à gauche. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'interrompre, à prendre la parole ou à mettre des messages. Pas de questions. Et du coup, voilà le paysage aujourd'hui. C'est un peu cette page-là qui montre un peu le terrain de jeu et le changement du terrain de jeu sur les 5 dernières années, 5 à 10, donc c'est très récent. On avait tout ce qui est gris, qui était le monde traditionnel historique, où vous avez à gauche, la colonne de gauche, c'est tout ce qui est la réponse à un besoin de votre entreprise spécifique. Et à droite, vous avez plutôt des besoins répandus sur lesquels il y a des solutions sur le marché qui se sont positionnées parce que beaucoup d'entreprises ont ce besoin-là. La première chose qu'on va détailler à droite, c'est en haut, vous avez les solutions les plus critiques. On a parlé donc des ERP, des logiciels très intégrés. Ceux-là, évidemment, ils sont toujours indispensables. Il y aura une intervention tout à l'heure sur le choix d'un ERP. Mais on va avoir tendance à les mettre sur ce que l'ERP fait très bien, c'est-à-dire les processus cœur très critiques. Je parlais de la finance, la donnée technique, le calcul des besoins nets quand si vous voulez générer vos ordres de fabrication, vos ordres d'achat. Donc, ce sont des solutions qui sont très robustes et qui vous permettent d'avoir une mécanique au cœur, une colonne vertébrale sur le numérique qui est saine. Maintenant, mettre en place un ERP, c'est très souvent un projet en tant que tel assez lourd où on va devoir établir un cahier des charges, lancer le projet. Ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se mettre en place, même si les ERP s'agilisent de plus en plus. Donc, c'est vraiment de s'y lancer quand on a besoin voilà, de structurer les processus cœur. À côté de ça, vous avez tout le monde aujourd'hui du SaaS. Donc, le SaaS, c'est Software as a Service. Alors, c'est un gros mot pour dire en fait les applis que vous avez sur vos smartphones, c'est-à-dire des applicatifs que vous débloquez par abonnement et que vous testez et suivant l'usage que vous en avez, bah, vous faites progresser l'usage ou alors vous changez de solution. Et aujourd'hui, il y a des solutions de ce type-là qui arrivent dans les usines et ce qui est top là où ça complète super bien les ERP, c'est que là, pour le coup, vous pouvez, sur un seul cas d'usage que vous avez dans un coin de vos ateliers, de votre process de production ou même de vente, vous pouvez, pour un cas d'usage très précis, prendre une solution et la tester, puisque c'est par abonnement. Et donc, il n'y a plus de cahier des charges, il y a plutôt une approche qu'on appelle expérience utilisateur. On va sur le terrain, on regarde l'usage, on essaie de tester. Voilà. Donc, c'est ça le nouveau monde sur ce qu'il y a sur le marché. Et à gauche, sur la partie besoins spécifiques, là, on va être sur traditionnellement du développement. Donc, il faut un informaticien, il faut faire du code parce qu'on est les seuls à avoir ce besoin-là. Et vous entendrez parler tout à l'heure de low-code, no-code. Il y a maintenant des petites solutions qui vous permettent, sans être informaticien, de générer un peu de données. Vous voulez compter les caisses dans un magasin, vous voulez récolter, je ne sais pas moi, faire une petite tournée de maintenance, faire un petit formulaire, tous les applicatifs qu'on a dans la vie privée d'ailleurs, hein, sur les doodles pour prendre des rendez-vous, etc. Donc, au-delà des applicatifs, vous pouvez même générer votre propre donnée avec du Airtable ou autre. Donc, voilà un peu le paysage. Le message, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sujet de techno, même si on a l'impression que c'est compliqué, mais ça revient à la premier message qui est de dire si vous êtes très clair sur
vos besoins. Et si vous savez aller sur le terrain et détecter les cas d'usage qui vous feraient progresser, enlever le papier à un endroit, suivre la production d'une ligne à un autre, ben en fait, vous pouvez déclencher très très rapidement, rapidement, ça peut être quelques jours, 2, 3 semaines, des solutions pour tester l'usage et renverser le mode projet en un mode je teste, je vois si ça fait de l'usage, ça marche, l'usage décolle, l'expérience est bonne, j'avance. Et ça revient un peu à la question. Donc là, j'aimerais bien qu'il y ait des messages. Je vous force à mettre des messages. Combien vous avez d'applicatifs sur votre smartphone? À peu près. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ou 80? Ah, pas mal, Simon. Belle performance. Beaucoup. Ouais. D'autres réponses? Qui n'a pas de smartphone? 45? 30? Bon, voilà. En fait, on est à plusieurs dizaines. On est à plusieurs dizaines et en fait, 60. On est exactement sur ce qu'apporte aujourd'hui la techno. Et je pense que dans la vie privée, on a complètement intégré que les cas d'usage, on en avait autant que d'activités, que de centres d'intérêt. Moi, quand je me suis mis au vélo, même si je ne suis pas un professionnel, j'ai pris une appli pour me balader, puis j'en ai pris une deuxième pour voir les perfs, puis après j'ai abandonné les perfs parce que je faisais pas assez de vélo, bref. Mais en tout cas, cette agilité-là, on l'a complètement intégrée dans la vie courante. Elle fait énormément peur en entreprise au départ parce qu'on a peur d'une multiplication des applicatifs ou des usages. Et donc, c'est là où, si vous êtes conscient que le principal point, c'est de piloter votre activité et de faire de l'usage, il suffit après d'aller chercher la structuration de la donnée derrière de la manière dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sans chercher la connexion entre les applicatifs. Et le gros avantage en plus, ce qui s'est ajouté là ces dernières années, c'est qu'en plus les applicatifs en réalité savent se parler entre eux. Les solutions se parlent, hein, elles ont des API, c'est-à-dire des portes qui sont ouvertes vers les applis voisines. Et donc on sait le faire. Donc voilà, ça c'était un petit détour un peu du paysage. Et quand vous avez la donnée qui se génère, vous pouvez très bien mettre ce qu'on appelle la BI. Vous entendrez cet autre mot assez souvent, mais en gros, on sait prendre la donnée, la mettre sur un smartphone, sur une télé, la visualiser hyper facilement et vous aurez des exemples tout à l'heure. Donc, je vais terminer avec 2, 3 exemples hyper terrain pour laisser la place à 2, 3 questions si vous avez. Mais si on se dit que le message, c'est moi, je connais mon métier et si je vais sur le terrain, je vois les cas d'usage, je peux le travailler avec mes équipes. Si sur chaque cas d'usage, je n'ai pas la nécessité de me lancer dans un énorme projet, mais plutôt de faire du low-code, no-code, de tester, mettre des solutions SaaS et développer de l'usage, alors bah, je peux aller me lancer sous quelques jours ou quelques semaines sur des premiers tests et y aller. Donc là, vous avez des exemples. Moi, j'aime bien celui de la chocolaterie qui avait ce qu'ils appelaient les tralleys, donc les transports de liquide, ces cuves qui se baladaient partout. C'est une entreprise qui, dans ce site-là, n'avait pas de RP, donc pas de logiciel, pas de données. Et en fait, pour générer de la donnée à la fois sur le flux et puis arrêter de chercher donc c'était vraiment les flux de chocolat, bah, ils ont décidé de faire un peu de low-code, no-code, c'est-à-dire qu'ils sont allés pendant 2 semaines voir comment les opérateurs suivaient les opératrices suivaient ces cuves mobiles. Derrière, ils ont fait une petite app assez simple avec un outil simple qui a permis de mettre ça sur smartphone. Et ça a à la fois permis aux personnes de savoir où étaient les cuves, donc de s'y retrouver, mais surtout derrière, de générer la donnée de la circulation des cuves et du coup d'optimiser le flux. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple hors ERP. Et des exemples comme ça, vous en avez autant que de cas d'usage dans vos usines, hein. Il y a une boulangerie industrielle. Ils avaient déjà pas mal de données, eux. On a créé avec un bon outil de BI un tableau de bord du chef d'équipe qui avait besoin de croiser en fait les données de prod et les données qualité pour voir les pertes. Et donc ça s'est fait pareil en quelques jours. Et après, le test, il prend 2, 3 semaines. Donc on n'est pas du tout dans des gros projets structurants comme la mise en place d'un ERP qui sera présenté tout à l'heure, mais vraiment sur l'agilité et la capacité à démarrer avec du low-code, tester, puis se dire, tiens, l'usage est en train de monter, mais la petite solution que j'ai fabriquée moi-même, elle est peut-être pas suffisante, je vais voir ce qui existe côté SaaS, je débloque un abonnement sur une solution SaaS. Et c'est vraiment de jouer sur la matrice dont je vous parlais tout à l'heure,
et d'être capable de plutôt suivre l'expérience des équipes et avec des outils qui sont aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez d'autres exemples. Je suis prêt à prendre les questions, vu que j'ai 4 minutes encore, plutôt que de parler. Et puis surtout, vous allez avoir des super cas d'école derrière présentés par des offreurs. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai les autres exemples aussi, s'il y a des questions sur les autres exemples qui sont présentés là, parce que des exemples, il y en a plein, mais on aura d'autres après. Aucune question? Allez, soit j'ai été complètement nébuleux, soit trop clair, je crois pas trop. Non, ça y est, on a une question, oui, Ah, dans le chat. voilà, bah, génial. Un répertoire qui propose un comparatif des offres de RP. Alors ça sera une super transition avec Flavien qui va vous présenter le club des offreurs. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un monde de solutions et d'offreurs derrière vous quand vous êtes industriel. Et par exemple, en Occitanie, on a monté le club des offreurs qui sera présenté après à quelques-uns. Là, on s'était lancé grâce à la CCI il y a quelques années. Et aujourd'hui, si vous êtes très clair sur votre besoin, vous avez un guichet en Occitanie où vous pouvez poser le besoin. Et voilà. Et après, il y a un répertoire que présentera Flavien, mais je ne vais pas lui voler le discours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, du coup, je conclus. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'avais jusqu'à 30. Alors, en Occitanie, on sait qu'il y a l'agroalimentaire, c'est 5000 entreprises, il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent dans le secteur et surtout beaucoup de TPE, PME. Donc là, il y a 95% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés. Et donc, moi, mon message, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment de repartir de votre besoin. Donc, c'est vraiment un travail plutôt de pilotage, d'excellence opérationnelle, hein, de regarder comment vous voulez piloter l'activité des enjeux financiers, chiffre d'affaires, rentabilité, à des enjeux très terrain, euh, production de ma ligne, taux de perte, traçabilité de mes produits, etc. Et de bosser avec vos équipes sur les 2-3 cas d'usage que vous avez envie de tester. Et après, ne vous inquiétez pas, derrière, la techno, elle existe, c'est le message d'aujourd'hui. Et d'aller chercher de la techno qui se déploie en quelques jours pour la mise en place et quelques semaines pour vraiment tester et voir s'il faut le faire. Et si vous arrivez à avoir ce qu'on appelle cette démarche expérience utilisateur, en fait, vous allez développer une compréhension, de la facilité des technos d'aujourd'hui, et puis ça va vous poser la question de la donnée derrière qui se génère et de ce que vous pouvez en faire pour proposer des services, de meilleurs services à vos clients. Alors après, je vais aussi expliquer ce qui se passe sur les entreprises plus grosses, hein, donc grosses PME, ETI, voire groupes. Là, dans ces cas-là, on est plutôt sur le double mouvement, c'est-à-dire il faut être capable d'aller chercher les cas d'usage, la chasse à l'Excel, et puis chercher les cas d'usage et trouver les meilleures solutions. Ça, c'est l'aspect terrain qu'on vient de décrire. Et à côté de ça, vous avez une approche très structurée sur l'architecture de votre donnée en premier lieu, c'est-à-dire vous rendre propriétaire de la donnée, de savoir où elle est, de savoir la manipuler, et autour de ça, de l'infrastructure des applicatifs pour voir, tiens, le RP, quelle place il prend. On a plutôt tendance à réduire les périmètres fonctionnels de l'ERP sur ce qu'ils font bien, et puis d'agiliser autour, tel qu'on l'a vu aujourd'hui avec plein d'applicatifs. Il y a une autre question dans le chat. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement des intégrateurs en entreprise pour créer des low-code, no-code ou pour mettre en place un ERP? Alors, déjà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que cette compétence-là, il faut petit à petit l'avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire, vous prenez des jeunes, nous, on travaille beaucoup avec des écoles d'ingénieurs type INEMA à Albi. Ces jeunes-là, quand vous les amenez dans l'entreprise, ne vous inquiétez pas, ils savent ce que c'est une solution SaaS. Et en fait, si vous vous concentrez sur les cas d'usage, d'amener des personnes qui vont faire des métiers opérationnels, mais qui en même temps sauront tester des applicatifs, c'est sans doute pour nous la meilleure solution de commencer à intégrer la compétence en interne. En revanche, après, oui, il y a besoin d'un intégrateur sur des projets très structurants. Vous aurez un exemple tout à l'heure du monde en haut à droite de la matrice tout à l'heure qui est le changement d'un ERP. Là, c'est utile d'avoir quelqu'un qui est capable d'intégrer. Puis les offreurs de solutions vont vous dire un peu comment ils font. Moi, j'attire l'attention quand même que la donnée, c'est un avantage compétitif. C'est-à-dire les entreprises
même toute petite. Je vous prends le cas d'une épicerie qui avait un logiciel très, on va dire, très années 80, c'est un super ERP qui faisait tout, mais qui n'avait pas d'accès à la donnée, pas d'accès à distance, obligation du coup d'être devant le PC sur le comptoir pour travailler, etc., etc. Le jour où cette épicerie est passée en solution SaaS, elle a pu connecter son point de vente à son site web pour le e-commerce. Et ça s'est fait par intégration sans, parce qu'il y a les deux logiciels se parlaient tout seuls. Elle a pu être flexible sur le nombre de points de vente et gérer son activité à distance. Donc finalement, le premier sujet, c'est quand même de viser, de vous rendre propriétaire de votre donnée, de savoir l'exploiter et puis d'être bon sur les cas d'usage en se disant que c'est pas forcément des gros projets, c'est plutôt des tests qu'on lance. Moi, j'ai écoulé mon temps, donc je ne vais pas manger celui de mes collègues et je laisse la main à Flavien et je suis là de toute façon pour rebondir s'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. David. Hop. Flavien, du coup, c'est à Oui, toi. merci. Donc, merci David et merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Flavien Solaire, je suis de la CCI Occitanie, donc basée à Pérols, à côté de Montpellier. Et donc, je suis un peu coordinateur de l'opération de sensibilisation et d'information des entreprises sur l'industrie du futur, donc qui est cofinancée par la région. Alors, dans ce cadre, nous avons une plateforme CCI Business, donc Occitanie, qui est une plateforme nationale des CCI qui met en avant les donneurs d'ordre et les offreurs de solutions de différentes communautés et filières industrielles. Donc, il y a sous-traitance industrielle, il y a le nucléaire, il y a l'hydrogène, qui est une filière, on voit pas trop à l'écran, voilà. Donc, qui est une filière nouvelle qui se développe, les ENR, et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'industrie du futur. Donc, l'objectif de CCI Business, c'est de mettre on va dire, en avant ces entreprises des différentes filières et de leur permettre aux donneurs d'ordre donc d'identifier les prestataires et des partenaires potentiels, et puis aux offreurs de solutions de ces différentes filières, d'accéder à de nouvelles opportunités de marché nationales et régionales. Alors, concernant l'industrie du futur, donc nous avons référencé sur l'Occitanie les entreprises qui sont des offreurs de solutions, l'industrie du futur, donc comme David tout à l'heure l'a expliqué. Donc sur les différentes thématiques, bien entendu, de l'industrie du futur, tout ce qui est stratégie, performance industrielle, capital humain, technologie de production, performance énergétique. Alors le processus pour pouvoir intégrer donc les offreurs de solutions sur cette plateforme CCI Business Occitanie, donc les entreprises candidates, et il y a un comité de pilotage qui valide donc les expertises et tous les critères donc, de ces entreprises pour pouvoir mettre des entreprises qui sont vraiment expertes et qui sont dans le domaine de l'industrie du futur sur cette plateforme. Donc nous avons, en plus de ça, créé et animé un club offreur de solutions donc, sur l'ensemble de l'Occitanie, donc qui est géré par mes collègues des CCI 31, Sylvie Monpagens, que vous connaissez, et sûrement pour les offreurs de solutions, et qui est présente aujourd'hui. Et surtout Christelle à l'emballage. Vous voyez fort avec elle parce que... Il y a quelqu'un qui a son micro, peut-être? Ça y est, je l'ai coupé. Voilà. Donc, et Jasmine Boudjema qui est sur le 34, donc pour la partie est de la région. Donc nous avons aujourd'hui référencé plus de 155 entreprises dans ce club des offreurs de solutions. Et donc, les entreprises qui s'engagent dans la démarche industrie du futur peuvent retrouver aujourd'hui sur cette plateforme CCI Business des offreurs de solutions en capacité de répondre à leurs problématiques et à les aider à s'engager dans cette démarche. Alors, vous avez aussi la possibilité de retrouver sur CCI Business Occitanie donc, un agenda des événements que nous organisons pour promouvoir le programme Industrie du futur de la région et de l'État, et également des pitchs d'offres de solutions et des témoignages, donc en vidéo, bien sûr, et des témoignages vidéo également d'entreprises industrielles, qui se sont engagées dans la démarche Industrie du futur, et notamment une entreprise qui est présente aujourd'hui, qui va se présenter tout à l'heure, le groupe Barba. Donc vous pouvez retrouver tous ces pitchs et tous ces témoignages qui sont très intéressants sur cette plateforme CCI Business. Voilà. Merci Flavien.
Donc s'il n'y a pas de questions sur la partie offreur, le club des offreurs, on va passer la main à Monsieur Malher d'Astrée Software. Voilà, peut-être en complément de ma présentation, j'ai mis dans le chat le lien vers notre site et la plateforme CC Business Occitanie, la cartographie des offreurs de solutions. Oui, ça répond à la question sur un industriel qui a envie de trouver la bonne solution techno. Bah, voilà, il y a ce qu'il faut. Tout à fait. Ok, super. Mais écoutez, merci de me donner la parole. Donc, je vais prendre le relais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc, je suis Maxime Malher, société Astrée Software. Donc, moi, je suis le manager commercial de l'entreprise. Et aujourd'hui, je propose d'enchaîner avec l'aspect donc logiciel MES pour voir à la fois comment est-ce qu'on peut optimiser sa performance et piloter son activité avec ce type d'outils, mais surtout les bonnes raisons de se lancer et on va dire les points à valider en amont et les freins à faire sauter avant de se lancer sur ce type de projet. Donc pour vous donner quelques mots sur l'entreprise, donc Astrée Software, on est une société française. Aujourd'hui, on est leader sur le marché du MES pour les PME, en tout cas en France. À date, on a équipé un peu plus de 300 sites industriels, pour l'immense majorité en France, même si on fait un peu d'international. Et donc, on existe depuis une dizaine d'années. Donc, on commence à avoir un petit peu de retour d'expérience sur la mise en œuvre de MES. Et donc, aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont plutôt d'actualité, puisqu'on peut dire qu'on observe un intérêt croissant de la part des industriels sur ce type de solution, puisqu'on fait, sur les 5 dernières années, on a fait une croissance moyenne de 30%. Donc, on a une antenne également en Occitanie, puisqu'on a une agence sur Blagnac. Alors, justement, aujourd'hui, on se pose la question de comment piloter son activité, quelle est la bonne solution, si tant est qu'il y ait une seule bonne solution. Le MES, il va pouvoir répondre à certains enjeux. Et aujourd'hui, si vous avez une question à vous poser, en tout cas, si vous posez la question de pourquoi mettre en avant un MES, la première bonne raison de mettre en avant un MES, ça va être de libérer l'atelier et d'aider vos opérateurs et vos opérationnels dans leur quotidien. Pour penser notre logiciel, on est vraiment parti de ce qui se passe dans un atelier aujourd'hui, chez l'immense majorité de nos clients, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit un atelier agroalimentaire ou comme sur d'autres secteurs d'activité. On a des opérateurs qui produisent, mais on demande à nos opérateurs, en plus de produire, de faire pas mal de tâches annexes. La première, déjà, c'est de savoir ce sur quoi ils doivent travailler. Donc, cette notion d'avoir accès au planning de production. Vous allez peut-être leur demander de déclarer sur quel ordre de fabrication ils travaillent. Potentiellement de consulter des instructions, des procédures. Si vous voulez suivre un petit peu de performance ou en tout cas suivre un semblant de prix de revient, vous allez leur demander aussi de déclarer combien de temps ils ont passé sur une production, quelles sont les quantités qu'ils ont produites, est-ce qu'il y a eu des pertes, lorsqu'ils travaillent sur des machines, est-ce qu'il y a eu des arrêts? Et dans le meilleur des mondes, nos opérateurs, ils doivent aussi être force de proposition sur des pistes d'amélioration, penser au contrôle qualité et consigner les valeurs qu'ils ont relevées. Lorsqu'on gère ça, on va dire de manière traditionnelle, avec du papier ou des fichiers Excel, ou voire même avec le RP, ça prend beaucoup de temps. Les opérateurs, ils le font pas parce que dans l'absolu, ils ont aucun intérêt à le faire, si ce n'est pour répondre à votre demande. Et derrière, lorsque vous voulez piloter l'activité, vous passez plus de temps à collecter et consolider l'information. Donc, un logiciel MES, lorsqu'il est bien pensé, ça permet de répondre à ces enjeux-là. Le but d'un logiciel MES, ça va être de digitaliser les opérations de production. Un MES, il va être capable de communiquer avec votre ERP, depuis le ERP vers l'atelier, mais également réalimenter le ERP avec le détail de l'exécution de la production. Et il va aussi aider vos opérationnels à simplifier la mise en œuvre des démarches d'amélioration continue. Donc, pour vous donner un exemple de mise en œuvre, alors effectivement, ce n'est pas un cas agroalimentaire, par contre, c'est un cas qui était assez éloquent. Là, c'est un poste de travail opérateur avant l'arrivée d'un MES. On est sur un poste de travail qui est totalement papier, avec des fiches suiveuses, des procédures, des plans de contrôle qualité. Une fois un MES mis en œuvre, on va pouvoir passer sur un poste de travail qui est totalement digitalisé. Donc voilà, l'apport du MES pour l'opérateur, c'est la suppression du papier, le gain de temps et l'accès plus rapide à l'information. Une seconde raison de lancer un MES, ça va être de simplifier l'accès à l'information. On l'a vu, si vous voulez animer la performance, la suivre, il faut collecter de la donnée. Donc, on va dire l'étape 0, c'est la mise en œuvre de papier ou d'Excel. Enfin, gagner du temps à tout le monde, on va proposer d'automatiser la collecte des données.
Donc aujourd'hui, il y a des solutions techno qui sont extrêmement simples de mise en œuvre, hein, avec la mise en œuvre d'IoT dans l'atelier. On va être capable de suivre très simplement ce qui se passe sur une ligne, compter les produits fabriqués, suivre les temps de marche, les temps d'arrêt pour pouvoir derrière faire de l'exploitation de performance. Et pour autant, on va quand même garder la composante opérateur en fournissant aux opérateurs des interfaces dans l'atelier pour leur permettre de savoir ce qui se passe sur la ligne, mais également d'interagir avec le système, puisque la digitalisation, ça reste aussi un projet qui va embarquer l'opérateur. Voilà, donc pour illustrer le fonctionnement, avec un IoT et un simple capteur, on va être capable de savoir si votre ligne, elle est en production ou elle est en arrêt. Et également, on va faire du comptage. Donc là, on est vraiment sur un exemple très simple, mais avec une ligne d'embouteillage, en tout cas, qui remplit une ligne de remplissage, pardon, qui remplit des canettes. À chaque fois qu'on a une canette qui passe devant le capteur, on a cette notion de comptage. Et avec ce comptage, donc, on va être capable de faire de la détection. Donc là, comme à chaque fois qu'on a une canette, on fait plus 1, ou alors si on voit un carton de canette qui passe, on fait plus N. Et on va également être capable de savoir si votre ligne, elle produit ou pas avec ce comptage, puisque là, vous voyez, entre le passage de 2 canettes, dans notre exemple, on mesure un temps de cycle à l'aide d'un petit capteur et d'un IoT. Donc là, ce réel qu'on mesure sur la ligne, on va pouvoir le comparer à un théorique. Donc théorique qui nous est connu, soit parce qu'il a été déclaré à l'opérateur, soit parce qu'il a été préparamétré. Lorsque ce qu'on mesure est inférieur au théorique, la ligne produit. Lorsque ça dépasse, comme c'est le cas ici, notre ligne va être à l'arrêt. Donc comme ça, de manière très très simple, on va être capable de compter les produits fabriqués et de suivre les temps de marche, les temps d'arrêt de vos équipements. Troisième bonne raison de mettre en œuvre un MES, ça va être de simplifier l'animation de la performance et d'aider vos opérateurs et vos opérationnels à communiquer. Donc lorsqu'on fait de l'animation de performance classique, là sur cet exemple-là, on a nos managers qui ont collecté les données, qui remontent des fichiers Excel ou des formulaires de suivi de production, qui vont venir les reporter sur le tableau. Comme on l'a vu au tout début, ça leur prend beaucoup de temps. Les données qu'ils manipulent, elles sont inexactes parce qu'on a demandé aux opérateurs de les relever sur un papier ou d'aller les saisir dans l'ERP. Et souvent, les données qui sont affichées, elles sont aussi obsolètes, donc les opérateurs, ils n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'atelier. Et le temps que l'information, du coup, arrive jusqu'à l'opérateur et jusqu'au manager, il est déjà trop tard. Les aléas de production ont déjà impacté l'atelier et il est déjà trop tard pour réagir. Avec un MES, vous allez pouvoir diffuser la bonne information à la bonne personne au bon moment et du coup, donner l'information aux opérateurs comme aux managers de production en leur laissant le temps de réagir face aux aléas de production et en leur permettant d'adapter la production pour pouvoir réagir à ces aléas. Et ça vous permet donc aussi également d'animer l'amélioration continue et d'avoir un support pour pouvoir partager avec vos opérateurs dans l'atelier lors des réunions de production pour pouvoir avoir une vision objective des problématiques et de ce qui se passe dans l'atelier. Voilà, donc pour vous donner un exemple des exemples de gains qui ont pu être obtenus, alors quels que soient les secteurs d'activité, avec ce type de solution, on voit qu'on a assez rapidement du gain. On va pouvoir gagner donc en termes de performance, que ce soit de gagner en termes de TRS, récupérer également de la capacité de production, puisque lorsqu'on gagne en performance, lorsqu'on gagne en TRS, on fait plus avec le même engagement de ressources. Donc ça vous permet du coup d'augmenter votre rentabilité. On voit qu'on a aussi certains clients, donc là c'est Affinity sur de la pet food par exemple, qui ont pu réduire leurs arrêts sur leur démarrage de ligne. Et tout ça, donc tout ce retour sur investissement, il est apporté par le digital, puisque justement vous gagnez du temps, vos collaborateurs gagnent du temps et ils se consacrent uniquement sur des tâches à valeur ajoutée. C'est-à-dire plutôt que de passer leur temps à collecter et consolider l'information, ils passent leur temps sur ce qui a de la valeur pour l'entreprise, mais aussi pour eux dans leur activité, sur l'animation de la performance. Donc le premier frein à lever quand vous mettez en œuvre ce type de solution, ça va être la réaction du personnel. Donc sur 100% des projets qu'on réalise, on est confronté à cette crainte-là, de la part du dirigeant ou de la part du manager de production, où effectivement, cette peur du flicage, c'est quelque chose que vous allez rencontrer, en tout cas en première approche. Donc là, vous avez des exemples de verbatim opérateurs. Donc là, ce sont des vraies réflexions d'opérateurs qu'on a entendues dans les ateliers, où effectivement, lorsqu'il y a un changement, naturellement, il y a de l'inquiétude. Pour autant, pour lever ces freins-là,
Le principal levier, c'est de communiquer et de faire comprendre et que les opérateurs comprennent que le système va les aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être mis en œuvre des démarches dans vos ateliers avec du papier ou avec de l'Excel. Comme je le disais en préambule, ça exaspère vos opérateurs et puis ça leur prend du temps. À partir du moment où ils vont comprendre que le système, a été pensé pour eux, pour les aider et pas pour les fliquer, ils vont s'investir dans le projet et ils vont se rendre compte que ce type de logiciel, ça leur simplifie le quotidien. Et puis après, donc autre aspect important, c'est cette notion de valoriser les métiers de l'opérateur. Alors, ça permet à la fois d'avoir une meilleure implication des opérateurs, mais aussi par les temps qui courent, ça permet de répondre à des problématiques de recrutement et ça permet de contribuer à l'amélioration de l'image de l'industrie en montant aux opérateurs que vous recrutez ou aux intérimaires qui passent chez vous, que votre atelier, c'est pas Germinal. Ça vous permet du coup de simplifier le recrutement de vos opérateurs. Second frein, et ça rejoint ce que disait David tout à l'heure, c'est cette notion de complexité du projet. Aujourd'hui, c'est un autre frein auquel on est souvent confronté. C'est la peur de se lancer dans un nouveau projet informatique. Souvent, en tout cas dans toute entreprise, on garde en mémoire un projet ERP qui s'est peut-être mal passé ou de la charge que génère ce type de projet. Et aussi, on va pas se le cacher, parfois de l'enjeu budgétaire de ce type de projet qui ont dérapé et qui, in fine, ont coûté cher à l'entreprise. Aujourd'hui, il existe des solutions pour ce type d'usage en SaaS. Donc là, aujourd'hui, c'est l'une des solutions qu'on propose. Aujourd'hui, le point fort de ce type de solution, c'est que vous pouvez attaquer quand vous voulez. Donc c'est du SaaS, ça signifie que c'est de l'abonnement. En fait, dans l'abonnement, vous avez la solution, l'infrastructure qui est comprise, et vous avez cette possibilité d'essayer rapidement pour pouvoir faire, pour pouvoir faire un test en conditions réelles et faire en quelque sorte une preuve par expérience, et ce, de manière gratuite. Donc ça, c'est le première réponse possible à ce type de frein. Donc vous avez la possibilité de tester gratuitement la solution pendant un délai donné pour être sûr que ça fonctionne et que ça répond à vos enjeux avant de vous engager. L'autre point fort, c'est que vous pouvez le mettre en œuvre en toute autonomie. Donc là, ça vous permet de le mettre en œuvre à votre rythme, de tester ça très rapidement pour pouvoir avancer comme cela, étape par étape, et avoir du coup un retour sur investissement instantané et un démarrage instantané de la solution. Voilà, donc pour vous expliquer ce qu'est un MES SaaS, l'application, elle est installée dans le cloud. Donc elle est installée sur un serveur qui est distant et qui est physiquement pas chez vous, donc vous n'avez pas besoin de le gérer. Et dans l'abonnement, vous avez un IoT qui va permettre de faire la captation des données sur l'équipement pour pouvoir suivre les temps de marche, les temps d'arrêt de la ligne, faire du comptage. Et ensuite, vous exploitez les données sur des écrans, alors soit dont vous disposez déjà, ça peut être votre PC, votre smartphone, et sur des écrans que vous fournissez, que vous mettez dans votre atelier, des tablettes, des panels PC, ce que vous voulez. Et ça vous permet comme cela, à la fois de capter la donnée. Lorsque la ligne s'arrête, l'opérateur sur son écran, il peut qualifier l'arrêt, et vous, derrière, côté manager, vous exploitez les données sur la base de tableau de bord que vous vous êtes construit. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon intervention. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez utiliser le chat, lever la main. Ok, écoutez, dans ce cas-là, je passe la parole à Simon Breton. Tout à fait, merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je vais partager mon écran que vous devez voir normalement maintenant. Et donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement de pilotage et de comment on va pouvoir exploiter finalement toutes ces données qui ont été créées, captées, générées par des ERP, par des MES, par des capteurs connectés. Donc, prendre un peu la suite de ce que Maxime a présenté ou ce dont David parlait tout à l'heure. Alors, quand je discute avec des PME, qui est quand même la cible principale qu'on essaie d'adresser aujourd'hui, principalement chez Flutilient, on me dit souvent, des données, vous savez, nous, on n'est pas une grosse coopérative, on n'est pas une multinationale, des données, on n'en a pas beaucoup.
Sauf que la réalité, c'est que dès qu'on pose 2-3 questions, combien de fichiers Excel vous avez? Est-ce que vous avez un petit ERP? Qui garde des fichiers Excel? On se rend compte que des données, tout le monde en a beaucoup, énormément. C'est pas trop quelle est la donnée qui est juste, qui sert vraiment, et comment on va pouvoir l'utiliser finement et l'exploiter de façon opérationnelle. Et donc notre métier chez Flucilient, et ce dont je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que ces données, quand on les organise, quand on les structure, quand on les comprend, derrière, on a une vision un peu plus objective de son activité, on va pouvoir mieux la piloter, mieux l'organiser. Alors, je vais suivre rapidement, j'ai quelques slides qui reprennent un peu ce qu'a dit David, mais je vais peut-être vous le dire un peu différemment. Des données, vous en avez, c'est une certitude. S'il y en a quelques-uns qui ont des doutes là-dessus, n'hésitez pas à poser la question, à faire un message. Je pense que j'arriverai assez rapidement à vous montrer que des données, vous en avez beaucoup. La techno, clairement, n'est pas un sujet. David l'a dit, Maxime l'a dit, et je vais vous le redire maintes et maintes fois. Aujourd'hui, des technos, il en existe multiples. Des solutions, il en existe beaucoup. Le sujet, c'est vraiment c'est d'avancer et d'utiliser. Et le dernier point, c'est que les attentes de vos clients, mais aussi de vos collaborateurs et collaboratrices, sont extrêmement nombreux. J'aime bien l'exemple qu'a pris David sur le nombre d'applications qu'on a sur son téléphone. Mais dès que vous parlez avec vos clients, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir comment vous fonctionnez. Ils ont besoin de savoir si vous êtes en avance, si vous êtes en retard, si vous allez tenir vos engagements. Quand vous regardez vos collaborateurs que vous cherchez à recruter, regardez un peu les questions qu'ils vous posent, certes sur le temps de travail, l'environnement et la qualité du travail, mais également sur les outils. Si aujourd'hui vous embarquez quelqu'un qui a 25-30 ans et vous lui présentez une interface sur un S400 avec un écran vert et un clavier, une souris, pas de souris, pardon, juste un clavier. Je pense qu'il va partir en courant et je suis certain que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés. Et donc, il est très important de prendre en compte ces éléments-là pour avancer et pour expérimenter et faire des choses, tester des choses avant de les mettre en œuvre. Rejoindre peut-être un point qui a été une question qui a été posée, est-ce qu'il faut absolument des intégrateurs? David a répondu, non, vous pouvez vous débrouiller en interne. Moi, je dirais même plus, il faut expérimenter en interne. Il faut tester, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'énergie, il faut s'appuyer sur des personnes clés pour essayer, avancer avant de passer sur une phase de production et finalement de rendre des choses plus robustes, plus professionnelles. Et c'est à ce moment-là que des intégrateurs, des éditeurs ou des solutions plus pertinentes vont pouvoir être intéressantes. Ce que je dis là, ce que vous a dit David, ce que vous a redit Maxime, et je suis sûr ce que vous dira Myriam derrière, on vous le dit, c'est nous aujourd'hui, nous on a fait le choix sur cette partie data de monter aussi un observatoire qui est un peu neutre, que je vous incite à aller voir, où vous pourrez finalement définir votre niveau de maturité dans le monde de la donnée, mais tout le monde dit la même chose, tout le monde dit oui les données c'est important, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai pas le temps, j'aimerais me piloter. Je veux le faire cette année, mais en fait, cette année, je n'ai pas réussi à le faire. Et donc, 55% des entreprises aimeraient faire des projets, mais n'arrivent pas à les faire. 73% des gens sont convaincus que la donnée, c'est primordial, mais il y en a plus de 65% qui n'arriveront pas à lancer des projets sur cette année-là. Donc, il y a un vrai sujet de commencer, démarrer, se lancer et faire. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi, comment. Alors, le premier sujet, pourquoi on ne se lance pas, c'est ça. C'est quand on parle data, données, logiciels informatiques, la réalité, c'est ça. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de solutions, beaucoup américaines. Heureusement, on est autour de la table des acteurs français. Et je pense que ça, c'est aussi un élément de choix important à prendre en compte. Et donc, chez Flucilient, nous, on a fait le choix d'avoir une solution simple, facile à déployer, souveraine, qui va finalement appliquer toutes les bonnes pratiques du monde de la data pour aller capter les données là où elles se trouvent et fournir des cockpits de pilotage, donc une visualisation qui va permettre à vos collaborateurs, vos collaboratrices, vos managers, vos partenaires de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe pour objectiver les informations et finalement leur permettre de faire ce qu'on fait encore très très bien chez nous, c'est faire travailler notre cerveau, puisqu'on reste des êtres humains. Je pense que c'est là où on a des forces assez fortes. Et effectivement, comme l'a dit Maxime, le propre de l'être humain, c'est pas de remplir des fichiers Excel ou remplir des feuilles et puis faire des calculs à la main, mais c'est bien de réfléchir, de penser, de proposer, d'animer, de coacher, d'accompagner. Et donc la donnée et le pilotage par la donnée est un moyen de répondre à cet objectif-là. Alors tout ça, c'est voilà, c'est un discours qui est assez générique, assez complet. Mais moi, je voulais vous montrer un exemple un peu concret parce que je trouve que c'est en illustrant qu'on arrive à présenter des choses concrètes. Et donc, je vais vous parler, je vais venir dans votre métier un petit peu. Je vais vous parler d'une société qui s'appelle Maison Serrault, qui est aux confins du Lot et qui vend des produits de charcuterie et saucisserie dans le monde de la grande distribution.
Comme l'a très bien dit David tout à l'heure, eux, leur enjeu majeur de l'ERP, c'était la traçabilité. Et donc, ils ont un ERP qui est en place, qui leur permet d'assurer la traçabilité. Néanmoins, quand on vend dans la grande distribution, quand on doit aller proposer ses produits, on n'est pas les seuls sur le marché. Et donc, le développement commercial, c'est un enjeu primordial pour nombre d'entreprises, notamment celle-ci. Comment développer le commerce, comment accompagner le client et bien sûr, quand même, assurer un suivi derrière qui soit un peu meilleur que celui du contrôle des marges. En l'occurrence, c'est des choses qu'on peut faire avec des MES, des ERP, mais qui n'avaient pas été implémentées pour diverses raisons dans l'ERP. Donc, comment ça se passait chez Musocero avant comment ça se passe peut-être chez vous aujourd'hui? Il y a une équipe commerciale qui récupère assez régulièrement, en l'occurrence tous les mois, des données de l'ERP, fait des super tableaux croisés dynamiques, essaie de mettre les chiffres un peu en cohérence, de faire des graphiques à peu près lisibles. Je ne recommande pas le calendrier 3D, ce n'est pas une bonne solution, mais ça existe souvent. Et puis, essayer de comprendre quelles sont voilà, les enseignes qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, sur quel secteur géographique, et on fonctionne comme ça. Malheureusement, quand on fait ça, vous l'avez vu, chaque collaborateur fait son petit calcul dans son coin. Le directeur commercial essaie de mettre un peu d'unité, mais en général, c'est déjà beaucoup de débats en interne dans les équipes commerciales sur mon chiffre n'est pas bon. Non, moi, j'ai fait 2353 € de vente et pas 2354. En passant, peut-être le sujet peut-être d'aller faire 3000 ou 4000 et pas savoir si c'est un euro de juste ou pas juste. Mais même discours aussi avec ses clients. Les commerciaux, quand ils allaient voir une enseigne de grande distribution, la première chose, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les chiffres, sur ce qu'on a vendu, ce qu'on n'a pas bien vendu. Et déjà, des débats s'instaurent finalement qui n'ont assez peu d'intérêt parce qu'on n'est pas dans le conseil et l'accompagnement. Donc, on a travaillé avec eux pour automatiser ce process-là et finalement faire en sorte que tous ces tableaux de bord, tous ces indicateurs, tous ces chiffres, ils sortent de façon automatique. Donc, comme je dis, la techno n'est pas un sujet. David l'a redit, on peut s'intégrer, on peut échanger avec des ERP, même des ERP historiques. On sait calculer automatiquement des indicateurs et on peut déployer très rapidement des solutions. En l'occurrence, en quelques semaines, on a pu déployer ça. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà d'avoir des indicateurs qui sont les mêmes pour tout le monde. La question de comment j'ai fait mon calcul ne se pose plus. Elle se pose pendant le projet, évidemment. Mais une fois le projet mis en place, tout le monde partage les mêmes indicateurs. Et déjà, un sujet de discorde en moins, que ce soit en interne ou en externe. Pour l'anecdote, je vous montre le premier indicateur qu'on a fait, le premier tableau de bord qui est magnifique. J'espère que vous apprécierez la beauté de l'exercice. Mais il y a un intérêt fondamental et primordial dans ces projets de transformation, c'est de rassurer tout le monde. Parce que cet écran-là, c'est la même chose que le fichier Excel. C'est des chiffres, c'est pas très joli. On a mis un peu de couleur, je vous remercie. On a comparé des choses qui avant se comparaient pas. On a regroupé des clients par catégorie. On a permis de faire des filtres pour pouvoir facilement accéder aux informations. Mais l'élément primordial de ça, c'est de rassurer tout le monde, rassurer les commerciaux que l'outil n'est pas là pour fliquer, je pense que Maxime l'a dit, qu'on est bien là pour amener des vrais chiffres aux clients et aux collaborateurs, et faire en sorte que tout le monde s'approprie cette solution-là. Et il est vrai que dans les process de digitalisation, encore plus quand on parle de pilotage d'activité avec de la donnée, il y a cette crainte que les chiffres ne soient pas justes, que ça ne soit pas un outil de travail, mais bien un outil de supervision ou de finalement l'objectif premier. Et donc, on a fait ça, on a rassuré tout le monde avec cette étape-là. Et ensuite, on peut passer à des choses plus visuelles, en l'occurrence des répartitions de segmentation, en l'occurrence des états de chiffre d'affaires réalisés, des top flop clients, je pense qu'on en a montré, les segments de marché qui fonctionnent plus ou moins bien sur une période. Et tout ça, facilement accessible au travers d'une interface web, c'est ce qu'on appelle le SaaS, ça a été dit rapidement, et qui permet encore une fois de très rapidement accéder à une vision claire, objective de son activité, qui permet derrière d'avancer. Et je voulais vous montrer le dernier point qu'on a apporté. Alors, je suis obligé de flouter un petit peu les éléments parce qu'il y a des chiffres un peu confidentiels. Mais quel était l'objectif primordial? C'était d'accompagner leurs clients. Et donc, on a travaillé avec eux et avec d'ailleurs un partenaire conseil. Nous, notre métier, c'est d'aider à la mise en œuvre. Et je pense que c'est un autre élément de réponse par rapport à la question qui a été posée de est-ce qu'il faut des éditeurs ou des intégrateurs pour aider? Oui, il faut des conseils, il faut des gens pour vous aider à structurer, à savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et notamment dans la partie pilotage. Des indicateurs, quand on a commencé à travailler sur ce tableau de bord, si on écoutait les commerciaux, ils en voulaient 25. Donc, vous voyez qu'on a quand même consolidé, on a réduit aux choses importantes pour éviter d'aller un peu trop loin et se dire mieux vaut
3-4 indicateurs qui soient bons, des informations précises. En l'occurrence, en haut, une vision assez générale de comment ça se passe avec ce client. En dessous, les chiffres précis de l'évolution du chiffre d'affaires et des ventes fait ce client-là. Ensuite, les articles qui marchent, qui ne marchent pas. Et c'est là où la donnée peut devenir une véritable force. C'est qu'aujourd'hui, les commerciaux savent, par exemple, présenter à 2 succursales Intermarché, de dire c'est marrant, ton copain qui est à 30 km ou à 50 km de chez toi, il a bien vendu ces produits-là, toi, tu ne les as pas bien vendus. On est un peu étonné parce que vous êtes quand même sur des segments qui sont similaires. Et pareil sur les non-ventes. Et puis un petit élément un peu plus administratif, c'est le suivi des commandes. Vous savez que dans le monde de l'agroalimentaire, engager les commandes et puis arriver à faire les livraisons, c'est important. Et d'avoir une vision très claire de ce qui a été commandé et passé sur les dernières semaines. Donc voilà un petit peu le projet tel qu'on l'a mené, avec une base d'un ERP, avec des restitutions derrière claires, simples, qui permettent aux équipes commerciales, qui sont en général pas les mieux servies par les sujets de la digitalisation, mais qui ont néanmoins un besoin très important d'avoir des outils simples, faciles à utiliser. L'impact de ça, c'est que l'équipe derrière a pu recruter une personne dans son équipe, alors que c'était dans leur équipe, alors que c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire. Ils ont généré 10% de croissance sur l'année 2021, plutôt bien. 2022 un peu plus compliqué de leur côté conjoncturel, mais ils ont réussi à tenir leur chiffre d'affaires. Et surtout, ils ont réussi à ouvrir de nouvelles enseignes grâce à ces outils d'accompagnement auprès de leurs clients. Alors moi, je vois pas les questions, moi, parce que je suis en plein écran, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je reviendrai sur le chat après, ou à me les relayer pour ceux qui les voient. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention, c'est sur 3 points. La première chose, c'est qu'il faut automatiser, Maxime l'a dit, David l'a dit, Mireille le redira, écrire, ressaisir des données sur du fichier Excel, refaire sans cesse les mêmes tableaux croisés dynamiques. C'est clairement pas un objectif en soi. Le numérique, s'il y a une chose qu'il sait bien faire, c'est pas remplacer l'être humain, c'est automatiser des calculs qu'on fait sans cesse et qu'on fait et refait à longueur de temps. L'objectif, c'est que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. La deuxième chose, c'est expérimenter, parce que même un échec, même de se dire, tiens, si on voyait ça, on pourrait peut-être améliorer notre production. Si on se rend compte que c'est faux, vous aurez découvert que c'est faux et que donc peut-être qu'il faut passer du temps ailleurs. Et dans l'excellence opérationnelle et dans l'optimisation de nos entreprises, savoir où passer du temps est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et le dernier point, c'est peut-être plus en se projetant ailleurs, c'est que les données clairement vont transformer le monde. Elles transforment déjà le monde parce qu'elles nous donnent une meilleure vision et perception de ce qui peut se passer dans nos entreprises. Et que donc, grâce à ces données-là, vous allez pouvoir amener de nouveaux services. En l'occurrence, prévenir vos clients quand vous avez du retard sur une livraison, les informer très directement de promotions ou d'informations que vous pouvez leur transférer. En interne, c'est mieux partager l'information avec vos différents services. On parle souvent de contrôle de gestion, de suivi de marge, mais c'est bien d'avoir une fois par mois une grande messe où on vous dit « Ah, vous n'avez pas été bon, vous avez consommé trop de carton ou vous n'avez pas bien fait vos emballages. » et donc, du coup, on a eu des retours clients. Mais si ça, vous le savez en temps réel, si tous les jours, vous savez faire un point et vous savez accompagner vos collaborateurs, je peux vous dire qu'à partir du moment où eux-mêmes voient les erreurs qu'ils font, ils changent leur fonctionnement et ils l'améliorent. Parce que je pense que l'être humain est quand même bien fait et doté de cette intelligence-là de vouloir s'améliorer sans cesse et sans cesse. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, avec à la fois des petits messages un peu sur comment mieux utiliser la data et en même temps un cas un peu concret dans votre domaine qui illustre un petit peu ce qu'on peut faire chez Futidienne pour vous aider à mieux piloter, finalement, à faire travailler vos données pour que vous puissiez vous concentrer, vous, sur le pilotage de votre activité. Si vous avez des questions, interrogations, je suis à votre disposition. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais vous pouvez me les relayer, ça sera avec plaisir. Et sinon, je laisse la main à Myrène, je crois. Pas de questions. Alors, soit dans la conversation, soit si vous voulez lever la main, prendre la parole, n'hésitez pas. Non, du coup, Myrène, c'est à vous. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti, si vous m'entendez. Oui. Oui. Et on voit votre Voilà. présentation.
C'est beau. Donc, bonjour à tous. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, nous allons voir quels sont les outils de gestion qu'on peut utiliser pour se digitaliser quand on est dans les métiers de l'agroalimentaire. Donc, je me présente, je suis Myrène Lafourcade. Je suis directrice générale et cofondatrice de CIMAX, qui est une société basée à Casséno, à côté de Montpellier. Et je peux vraiment parler de ces sujets parce que j'ai dirigé directement ou indirectement plus de 620 projets ERP, CRM ou Best of Breed. Vous inquiétez pas, j'ai dit des gros mots, mais je vais les expliquer ensuite. Et j'ai été aussi une pionnière du no-code depuis 2006. Donc, oui, le mot no-code que vous avez déjà entendu prononcé par David et puis qu'on va réexpliquer ensemble aujourd'hui. Et comme l'a dit Simon, effectivement, je suis une grosse adepte de l'automatisation des entreprises pour automatiser les tâches rébarbatives et répétitives et gagner en performance. CIMAX, c'est quoi cette solution? Eh bien, c'est le 7e ERP CRM générique français. Le premier ERP CRM qui est 100% no-code. Il a été créé en 2006 et aujourd'hui, nous sommes une PME de 50 collaborateurs dans le monde. Nous sommes présents en France, au Canada et en Afrique. Et là, je vais faire un peu de pub pour mes concurrents parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour digitaliser vos processus métiers. Et donc, du coup, je vais citer des concurrents. Je ne pourrai pas les citer toutes parce que vous avez vu le panel tout à l'heure. Il y a énormément de solutions digitales possibles. Donc, vous avez, que vous pouvez interroger, vous avez des ERP génériques. Alors, l'ERP générique, donc les plus connus, c'est SAP. Il y a aussi ISF, Microsoft Dynamics, SGX3. CIMAX ERP CRM, ça va plutôt être pour les PME et les ETI. On va avoir Divalto, Proginov, et puis qui sont des solutions françaises. Et puis, on a CIMAX Starter, ça va être plutôt pour les TPE. Donc, ça, nous, on a une gamme de produits. L'ERP générique, sa vocation, c'est d'être générique, donc de pouvoir traiter plein de métiers différents. Et du coup, il y a un volet adaptation. Et c'est vrai que, comme l'a dit David, il y a un peu un désamour de l'ERP en général parce que il a une réputation qui n'est pas forcément usurpée d'être un peu trop rigide. Et c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises s'orientent vers soit des ERP métiers, donc qui ont été préadaptés pour les métiers, par exemple, de l'agroalimentaire. Vous avez Ellipsom, vous avez Quad, vous avez Vif, vous avez Isagri, etc. Mais ça veut dire que vous prenez une solution qui est un peu la même que votre concurrent et peut-être que vous avez une activité qui est un peu différente. Et du coup, la question de l'adaptation de cet ERP métier se pose également quand même, pas que uniquement sur les ERP génériques. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions dites best of breed. Alors, désolé pour le terme, ça veut dire le meilleur de la horde, ça ne nous avance pas beaucoup. Ça veut dire, en gros, on prend le meilleur de la solution annexe qu'on peut brancher dans le RP. Donc, comme l'a dit David, c'est une vraie tendance où, en fait, comme le RP il est un peu rigide et puis ne correspond pas toujours sur tous les modules, on remplace certains modules par des solutions externes comme la CRM HubSpot ou une CRM Salesforce et ces solutions externes, une WMS. Et ces solutions externes, ensuite, on les avec le RP. Et c'est là où c'est pas toujours simple parce que si vous avez 10 interfaces, tous les ans, vous en avez au moins une qui a bougé. Et donc, en permanence, c'est pas simple. D'où la nécessité de se faire accompagner par des spécialistes de la data qui vont pouvoir vraiment vérifier tout ça et mettre tout ça en œuvre. Et puis, moi, je vais vous parler d'une autre solution, mais que David a déjà aussi évoqué, qui est la solution du no-code et du low-code. Donc, comme il vous l'a dit, il y a effectivement des solutions qui sont pures no-code, comme Airtable, Zapier ou Make, qui sont des solutions qui vous permettent de créer des petites solutions annexes à la solution générique que vous utilisez. Ou alors, vous avez aussi du low-code. Donc, je vais expliquer la différence entre les deux. Le no-code, c'est comme le nom l'indique, aucun code. On fait toutes les adaptations sans programmer. Le low-code, donc un des outils les plus en vogue en ce moment sur le low-code, c'est Bubble. Ça permet de créer
mais il y en a plein d'autres. C'est des outils pour les programmeurs qui permettent d'aller très vite et de faire moins de code, d'où le nom low-code. Et donc, c'est assez intéressant. Là, je ne cite même pas la solution de faire du développement sur mesure parce que pour moi, c'est la solution la plus chère et la moins rentable aujourd'hui. Si vous voulez faire du code, orientez-vous plutôt vers du low-code dans ce cas-là. Et on a CMAX No Code, en fait, qui est un peu une solution, on va dire, alternative, vraiment différente, parce que, en fait, ça ne sert pas juste à faire des petites applications annexes, puisque nous, on fait du no-code depuis 17 ans. Dans CMAX, c'est hyper puissant, puisque ça permet de faire un ERP complet. Donc, du coup, là, on va beaucoup plus loin que les traditionnelles petites applications no-code. Pour expliquer ça, en fait, Gartner a dit que d'ici 2025, eh bien, le low-code et le no-code, ça va concerner 70% des applications digitales. Personnellement, je pense que l'ERP, ça ne va pas être 70% d'ici 2025, ça va venir plus progressivement, c'est un peu un des derniers bastions du code. Les deux grands avantages qu'on reconnaît au no-code, c'est d'être plus rapide et de permettre de l'autonomie. Plus rapide parce que ce qu'on fait en moyenne en un jour de no-code, par exemple sur CMAX, il faut en moyenne 20 jours pour le programmer. Ça veut dire que sur un même budget, le retour sur investissement va être beaucoup plus important. Ça veut dire aussi que le coût d'acquisition de la solution digitale est beaucoup plus faible sur le long terme. Voilà, ça va vraiment c'est quand on va vouloir évoluer demain que là, on va vraiment sentir la différence. Le deuxième volet, c'est l'autonomie, parce que comme c'est en no-code, eh bien, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entreprise qui fait des évolutions, et puis des évolutions qui peuvent être des évolutions importantes, d'ajout de tableau de bord, de création de nouvelles traitements automatiques, d'alerte, de contrôle, rajouter des fonctionnalités, ce genre de choses. C'est aussi simple qu'Excel. Pour devenir expert, il faut 10 jours de formation. L'autre intérêt, c'est quand on se fait accompagner par un intégrateur, et ben l'intégrateur, il va vous mettre en face des experts fonctionnels et pas des programmeurs. Et donc ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on va beaucoup mieux se comprendre dans les équipes et quand on va mener les projets. Alors, je passe sur le slide suivant. Voilà. Alors, tout à l'heure, on l'a évoqué, SaaS ou on-premise, ou on peut dire aussi cloud or not cloud, that is the question. Alors, je suis complètement d'accord avec Maxime, le cloud, c'est mieux. C'est mieux pour plein de raisons. Donc, quand on est dans le cloud, dans le nuage, quand on est en SaaS et qu'on a accès à sa solution qui est sur Internet, c'est super, on a accès à beaucoup plus de services. C'est souvent bien mieux pour la cybersécurité. On ne l'évoque pas assez, mais derrière aussi, ce qui est très, très important, c'est d'avoir des sauvegardes de qualité, puisque dans 74% des cas, ce sont les sauvegardes qui vous sauvent la mise quand vous avez attrapé un malware ou un ransomware. Le travail de l'éditeur, il est facilité, donc c'est aussi mieux pour nous, pas que pour vous, mais ça nécessite une bonne connexion. Et l'autre jour, j'étais à un organisme du Giral où il y avait des très gros de l'agroalimentaire. Et il y a quelqu'un qui était assis à côté de moi à la table qui disait oui, de toute façon, on a de la 5G partout aujourd'hui. Eh bien non, en fait, on n'a pas toujours la 5G partout. Et dans la salle, quand on leur a posé la question, eh bien, il y avait 90% des grands groupes qui étaient là, des grandes coopératives, eh bien, qui n'étaient pas encore cloud, qui n'avaient pas franchi le pas. Et il y a une autre alternative qui existe encore, et notamment dans ce secteur, on n'a pas toujours une super connexion, c'est le on-premise. On-premise, ça veut dire sur site. Ça veut dire qu'on a aussi la possibilité d'acheter ou de louer ces licences pour les mettre sur site. Mais ça veut dire qu'il faut maintenir votre serveur, ça veut dire qu'il faut être sûr que vous êtes bien accompagné pour faire des bonnes sauvegardes et gérer la sécurité. Par contre, vous avez un accès local rapide et aussi, vous pouvez fonctionner sans connexion. Je l'évoquais dans des exemples de projets tout à l'heure. Nous, on a des clients dans l'agroalimentaire. Eh bien, comme ils n'ont pas la 4G partout, ils ont voulu mettre en place aussi du mode déconnecté. Alors justement, quelques exemples de projets. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. On va commencer par un premier petit projet.
En fait, c'est la société 4G qui a été fondée par 2 anciens de chez Bonduelle. Bon, c'était des quinquas, on leur avait dit qu'ils étaient bons pour la pré-retraite, qu'ils ne pourraient plus être employés. Ils ont monté leur boîte 4G qui faisait des salades en sachet. Et quelques années plus tard, je crois au bout de 3 ans, ils l'ont revendu à Bacavor, donc comme quoi ils étaient vraiment au top de leurs compétences et que c'était vraiment abusé de vouloir les mettre en pré-retraite. Mais pour l'histoire, en fait, cette boîte, elle a été extrêmement bien gérée parce que pour faire la salade en sachet, eh ben, il y a des contraintes qui sont très particulières et c'est pour ça qu'ils sont adressés à nous. Donc, l'épluchage de la salade, ça s'appelle le parage et ça commence à partir de 5 heures du matin. Et évidemment, les commandes, elles n'arrivent en EDI, donc c'est l'échange électronique de documents, par la grande distribution à partir de 8 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à produire avant d'avoir les commandes. Parce que le but de tout ça, c'est qu'à la fin de la journée, dans l'entrepôt, il y a 0 matière première, il y a 0 produit fini. Parce qu'on est sur des durées de péremption qui sont ultra courte. Ça veut dire qu'en fait, on leur a mis en place un système de gestion des prévisions de vente sur lesquels on faisait des OF provisoires qui étaient ajustés en cours de journée au fur et à mesure que les commandes arrivaient. Et ça permettait du coup eh bien d'assurer le fait qu'à l'arrivée, on avait ce 0 matière première et 0 produit fini. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça a représenté 40 jours de mise en place sur CIMAX No Code. Il y avait 5 utilisateurs, parce que derrière, il y avait voilà, deux personnes qui pilotaient la production, souvent pas en même temps. Il y avait les achats et la logistique, et puis la direction qui regardait de temps en temps des tableaux de bord. Donc, un nombre d'utilisateurs très faible. Et du coup, ça représentait à peu près 30 000 € de projet, licence comprise. Un autre exemple d'une entreprise un peu plus grosse, dans le groupe Terena, donc nous équipons plusieurs filiales et notamment nous travaillons en ce moment sur la filiale qui s'appelle LVVD et qui est c'est très intéressant parce que c'est une filiale qui a plein de métiers différents. Il y a des métiers de négoce, il y a de l'embouteillage, il y a du travail à façon pour transformer du vin effervescent. Voilà. Donc il y a plein d'étapes différentes. Avant, c'était géré sous Excel. L'embouteillage, en plus, ils ont des chaînes d'embouteillage qui vont sur site. Donc c'est là où aussi ils avaient besoin du mode déconnecté. Donc LVVD, c'est une grosse filiale avec 100 utilisateurs, c'est du multisite avec du mode déconnecté. Et ce qui a été aussi un peu challenge dans ce projet, c'était l'interface avec les interfaces avec les outils pilotage du groupe parce qu'ils ont différents outils pour les achats, pour ce qu'on appelle les outils de BI, Business Intelligence, pour l'analyse de la data. Ils ont tout ce qui est gestion des contraintes douanières. Il faut surveiller le sucre de façon très importante pour reporter aux douanes. Voilà. Et puis, ça représentait, voilà, donc pour 300 jours de projet pour les différents métiers sans utilisateurs et à peu près 400 000 € licence comprise. Là, on est sur de l'acquisition de licence sur ce projet. Ouais, pour vous donner quelques exemples. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que mes concurrents ne disent pas très souvent. Il faut savoir que la moyenne mondiale d'échecs des projets ERP dans le monde, eh ben, elle est de 50%, source Gartner. Et pour les CRM, c'est encore pire, c'est 70% d'échecs. Alors, pourquoi la rigidité des solutions est une cause, mais c'est aussi parce que les projets ils sont toujours entre humains. Et les humains, par définition, ils ont une communication qui est imparfaite. Il peut y avoir des erreurs de compréhension, il peut y avoir des oublis. Et si on se lance sur du développement spécifique, si l'outil n'est pas assez souple, eh bien, ça peut coûter cher, voire mettre le projet en péril. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important à la fois de choisir une solution qui est souple et d'avoir une bonne méthodologie projet. Et c'est pour ça qu'on va l'évoquer brièvement ensemble. Donc, il y a l'importance de bien préparer son projet.
Il faut partir de la stratégie et pas de l'outil. Ça, c'est une erreur très classique en CRM. C'est « Ah, j'ai vu ce super outil sur Internet, je vais dire à mes commerciaux de l'utiliser. » Ça ne marche pas. Il faut réfléchir à qui sont mes clients, comment je veux les adresser, comment je les segmente et quel va être l'outil et comment il doit être configuré pour m'aider à atteindre ces objectifs. Il faut constituer une équipe projet pour embarquer les équipes dans le projet, avoir vraiment leurs opinions et ça va lutter contre la résistance au changement. Bien définir le besoin, ça a déjà été dit. Si possible, essayez de trouver les leviers, les automatisations qui vont vous apporter le plus de retour sur investissement et ça va vous permettre d'établir le bon budget. Interroger les bonnes solutions, j'en ai préparé quelques-unes. L'idéal, c'est d'avoir un bon panel, à la fois d'interroger des solutions génériques et des solutions métiers, et pourquoi pas de regarder ce qui existe en best of breed. Vous établissez une shortlist de maximum 5 entreprises qui semblent répondre. Vous leur demandez une démonstration ciblée avec un jeu d'essai. Ne partez pas ne laissez pas la main à la solution, sinon ils vont vous montrer plein de trucs hyper sexy, mais qui ne correspondent pas forcément à ce dont vous avez besoin. Choisissez aussi le prestataire pour ses qualités humaines d'accompagnement et son sérieux, et pas que la solution technique, puisque le côté humain est très, très important dans le projet. Négociez bien le contrat et planifiez le projet en priorisant les actions qui sont les plus prioritaires, qui vont vous apporter le plus de retour sur investissement d'abord. Après, comment bien mener son projet ? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes qui sont appropriés. Il y a le mode projet et le mode agile. Le mode projet, typiquement, en général, en remplacement de RP, on est en mode projet, on doit faire un cahier des charges. Comme ça a été dit, c'est quelque chose d'un peu lourd parce qu'il ne faut pas se louper, il faut au moins faire aussi bien qu'avant. Le mode agile, c'est un mode où on sait un peu moins où on va, où on a un premier petit objectif. Et donc ça, pour les entreprises qui remplacent de l'Excel ou qui sont au début de digitalisation, c'est super. On avance pas à pas et ça permet de pas faire un gros Big Bang et d'y aller étape par étape. Moi, j'aime beaucoup cette image que vous avez là avec ce couple qui va attendre pendant 3 ans sous la pluie pendant qu'on est en train de leur construire un château derrière. S'il y a une chose que vous retenez de ma présentation, c'est que c'est important de découper et de bien prioriser pour aller étape par étape. Il faut bien faire une étude fonctionnelle avec la solution que vous allez choisir, avec des scénarios de recettes. Dire comment est-ce que vous allez vérifier que la solution, elle répond bien aux besoins en écrivant des petites histoires de il y a tel client qui commande qui vous commande par exemple de la viande et puis ensuite cette viande, s'il n'y en a pas assez en stock, eh bien, il va falloir lancer une production, etc. etc. Donc tous ces scénarios avec les petits cas de figure qui arrivent chez vous doivent être listés pour être sûr que la solution elle répond. Myrène, excusez-moi, là, il faut vraiment accélérer. Là, on est J'ai fini, je suis sur le dernier slide. Ok, merci. Donc ensuite, voilà, il faut se réunir souvent, il faut arbitrer les demandes complémentaires, bien penser à la récupération des données, anticiper les interfaces, prendre le temps de recéter et de former les utilisateurs. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter là et faire de l'amélioration continue. Bon. Donc, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez télécharger mon livre blanc sur bien préparer son projet ERP ou mon autre livre blanc bien mener son projet ERP. N'hésitez pas à m'envoyer des mails sur mon adresse ou à me contacter sur LinkedIn. Et puis, si vous avez des questions maintenant aussi, je ne sais pas si on a le temps, mais vous pouvez peut-être les poser maintenant. Non, voilà, bon. Merci Myrène. J'arrête mon partage. Je reprends la main. Donc, Aude Desjans, je travaille sur l'agroalimentaire donc pour ADOC, l'Agence régionale de développement économique de l'Occitanie. Et je vais vous parler... Ah, pardon. Vous ne voyez pas mon support peut-être, non? Non. Ok. Je reprends la main. Pardon. J'arrive. Ça y est. On est... Ah, mais pourquoi ça fait ça? Myrène, j'arrive.
Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, je vais essayer d'aller vite. Le parcours régional Industrie du futur, c'est donc un programme porté par la région Occitanie en partenariat financier avec l'État et qui va permettre en fait un accompagnement sur mesure grâce à des experts qui ont été référencés par la région, donc des experts de l'industrie du futur. On l'a vu, il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions adaptées en fait à vos enjeux et vos besoins, donc d'où l'importance aussi de bien les qualifier. Pour pouvoir mettre une stratégie en place adaptée à votre cas de figure et essayer d'avoir un impact rapide sur votre compétitivité, votre performance, sur la digitalisation de votre entreprise, l'installation de nouvelles technologies, donc ce qu'on a pu voir aujourd'hui ensemble, tout ce qui tourne autour des aspects humains, organisationnels de votre entreprise, et tout ce qui va être performance environnementale, de façon à gagner en fait en compétitivité pour votre entreprise. Donc concrètement, qu'est-ce qu'est ce programme? Vous avez donc en fait 2 phases d'accompagnement. Donc la première phase, c'est une phase courte, de diagnostic pour définir vos objectifs prioritaires, donc avec l'appui de ces experts de l'industrie du futur. Et cette phase-là, en termes de financement public, donc elle est prise en charge jusqu'à 100%, avec un cofinancement État-région. Et vous pouvez ensuite aller donc sur une phase un peu plus longue d'accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle. Et là, en termes d'aide publique, on est sur un financement à 50%. Je vais vite. Donc les prestataires qui peuvent vous accompagner donc, dans ces démarches, il y en a 7, je les ai listés là. Il y a notamment OPEO Scodit, donc avec David que vous avez entendu aujourd'hui. C'est l'entreprise donc qui fait le choix du prestataire qui va l'accompagner. Et donc ce prestataire a vraiment un rôle de pilotage du projet de votre transformation. Donc à qui s'adresse ce parcours? Globalement, c'est un dispositif d'aide assez ouvert. En tout cas, il faut être une entreprise d'Occitanie. Il s'adresse à toutes les tailles d'entreprise jusqu'à l'entreprise de taille intermédiaire. Quel que soit en fait votre point de départ en termes de technologie, en termes de numérique, voilà, donc quelle que soit l'activité, à partir du moment où il y a une activité industrielle, et il faut au moins avoir un premier bilan d'activité. Donc globalement, un dispositif assez facile à mobiliser et assez ouvert en termes de critères d'éligibilité. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'infos sur le parcours, choisir votre prestataire, etc., donc vous pouvez vous rendre en fait sur le hubentreprendre.laregion.fr et chercher spécifiquement donc parcours régional industrie du futur. Sur ce hub, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, créer votre compte. Choisir un référent en fait parmi le réseau des développeurs qui peuvent vous accompagner, donc soit CCI, soit ADOC, etc. Une fois votre compte créé, en fait, vous retrouvez le descriptif et les coordonnées des 7 prestataires que j'ai indiqués. Vous choisissez votre prestataire et vous déposez votre dossier en ligne. Donc voilà, point de vigilance, en fait, ce dispositif, vous avez jusqu'au 31 mars 2023 voilà, pour déposer votre dossier. Et je vous ai mis le mail générique de l'agence. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Quelques exemples d'entreprises agroalimentaires qui ont intégré ce parcours industrie du futur. Et la preuve par l'exemple étant toujours plus efficace, je vais laisser la place à la présentation de Monsieur Dedonzel sur l'exemple donc du groupe Barba et du changement de RP dans ce groupe et donc qui ont été aussi accompagnés dans le cadre de ce dispositif Industrie du futur. Monsieur Dedonzel, est-ce que vous souhaitez que je défile ou est-ce que vous voulez prendre la main? Très bien. Donc, juste en quelques mots, le groupe Barba, aujourd'hui, Hervé et Benoît Barba sont la 5e génération à assurer la direction générale du groupe. Nous sommes numéro 1 en France de la transformation de thon, espadons et céphalopodes, avec en 2022 un chiffre d'affaires de 65 millions pour une centaine de salariés. Et pour donner une idée, en fait, on a
expédié à peu près 8000 tonnes de produits finis en 2022 sur 3 sites de production. Le site de production principal étant à Béziers et un site ouvert en 2017. Et on a une usine en Espagne aussi pour tout ce qui est le traitement de nos céphalopodes. Je vais passer. Donc voilà, 2 sites de production. Béziers, 6000 m² avec 2 chambres froides, une à -60 et une à -25 degrés. Et en Espagne aussi, on a une capacité de stockage de 500 tonnes à -25 degrés pour tout ce qui est céphalopodes. Notre offre et nos expertises et nos offres sur mesure, on attache une grande importance au sourcing lors de l'achat de nos matières premières et que nous allons transformer après en différents produits finis que l'on va pouvoir voir sur les slides différentes. Et on fait du frais et du congelé essentiellement envers les grandes surfaces, les grossistes, quelques poissonneries et restaurateurs aussi. Et on est en cours de certification IFS. Là, vous voyez la famille Barba avec Henri Barba qui est la 4e génération, Benoît et Hervé qui portent les valeurs de l'entreprise, qui sont respectées, transmettent le savoir-faire, partager, innover et travailler avec professionnalisme. Là, c'était lors du Seafood en 2022. Donc, nos gammes de produits autour du thon sashimi, du thon saumuré, on a nos propres marques, qui sont les marques nouvelles Miyasashi et Sashito en 2022, et la marque Fish Up, qui est pour le thon saumuré. Nos marques aussi côté espadon sashimi et espadon saumuré, donc toujours la gamme Fish Up et la gamme Miyasashi. Pour la partie céphalopodes saumurés, donc là on peut voir des anneaux d'encornets, des lamelles, des seiches, des petites seiches, des tentacules sous barquette ou en colis, en petite barquette pour le libre service ou en colis plus important de 3 à 5 kg pour les grossistes. Donc sous la marque Groupe Barba ou la marque Pod-Up. Le libre service en barquette, donc ça vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces en tant que client de notre propre marque Cris et les Saveurs, ou des fois aussi ça peut être en marque pour les barquettes, en marque distributeur. Donc les steaks, on retrouve les steaks de thon sashimi, les produits saumurés et en gamme thon et espadon. On fait même du mariné. Donc pour côté programme régional industrie du futur, on a fait les deux phases qui ont été présentées précédemment. La phase 1 qui était donc le diagnostic 365 degrés, pardon. Pourquoi est-ce qu'on a participé au parcours industrie du futur? On avait un projet de longue date qui était de changer notre ERP et on voulait s'assurer de sa mise en œuvre à travers une méthodologie et puis surtout un regard extérieur. On a choisi le groupe AFNOR associé au groupe Bosch Relais Services pour leur approche vraiment industrielle et que l'on recherchait aujourd'hui, parce que le groupe Barba est une PME et c'est toujours intéressant d'avoir des spécialistes au niveau, notamment moi ce qui m'intéressait, la partie lean manufacturing. Donc le diagnostic a été fait en mai 2021 sur les 5 jours. Donc l'objectif et le contenu du diagnostic, c'était de mettre en miroir la vision de l'entreprise et quels étaient les leviers de transformation sur lesquels on pouvait agir pour l'entreprise. Donc, ces leviers de transformation possibles ont été faits à travers des ateliers avec la direction, chaque responsable de service, mais aussi des workshops s'appuyant sur le savoir-faire d'un panel de salariés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les opérateurs et les salariés qui ont une information importante et le savoir-faire de notre métier. On a pu identifier des points forts et des axes, des pistes de réflexion et de progrès, et également évaluer la maturité du groupe, identifier les leviers de transformation potentiels sur lesquels on pouvait agir. Donc, au cours de ces 5 jours, 3 facteurs déterminants sont sortis un petit peu du lot. Donc, la transformation technologique et intégration du numérique, donc, dont le projet ERP qu'on avait en tête. Également un projet GMAO,
une transformation organisationnelle autour du Lean Manufacturing et puis une feuille de route RSE, mais qu'on avait déjà démarré en 2021, qui est toujours en cours, puis un accompagnement humain au changement, parce que l'humain, chez nous, a une part importante au niveau de la transformation de produits. Donc, le partage de la vision, la co-construction, de la stratégie de l'entreprise à court et à moyen terme sont des éléments fédérateurs et mobilisateurs. Ce qui est intéressant avec ce type de démarche, c'est vraiment de fédérer, de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir avancer. On a mis une année à peu près entre le programme, la phase 1 et la phase 2, parce qu'on a des périodes qui sont un peu compliquées. L'été, c'est notre période haute, on a une saisonnalité très forte, et donc lorsque la saison est, on est en haute saison, c'est compliqué d'avoir la disponibilité de chacun. On a fait donc la phase 2, 11 jours, nous, on a pris 11 jours sur les 25 au deuxième semestre 2022, autour du coup du facteur déterminant qui était la transformation technologique à travers la mise en place d'un nouvel ERP. Avec l'équipe donc de Bosch Services, on a utilisé l'outil VSM, Value Stream Mapping, pour pouvoir cartographier en fait donc la chaîne de valeur. Il a été noté que les données sont importantes, mais la modélisation des flux produits sont aussi primordiales dans le changement de ERP, dans le déploiement d'un nouvel ERP. Il faut avoir de la donnée, mais connaître sa donnée, mais il faut aussi connaître ses flux d'activité pour pouvoir modéliser les processus derrière, connaître ses stocks de matières premières, de produits finis, ses encours, comment l'information circule dans l'entreprise, et aussi quelle est la capacité de l'usine. Parce qu'en fonction du mode de fonctionnement, on peut avoir des points de blocage, des surstockages, donc éviter tout ce qui est comment dire, point bloquant au niveau de l'entreprise, et définir le mapping du futur, donc le VSD, pour savoir où on veut aller et comment on veut y aller. L'intérêt d'accompagnement, donc la cartographie, ça a été vraiment d'échanger avec tous les intervenants de l'entreprise pour pouvoir définir les critères qui étaient obligatoires, les critères qui étaient facultatifs, pour définir notre cahier des charges de notre futur ERP. C'est-à-dire qu'il a été révélé qu'il y a des outils du marché qui sont capables de répondre à nos besoins. Il faut aussi être capable de définir nos besoins correctement, de cibler nos attentes et de ne pas définir des besoins trop riches au risque de vouloir trop de développement spécifique. Donc l'objectif aujourd'hui maintenant, c'est de finaliser notre cahier des charges pour pouvoir le présenter à des éditeurs du marché et faire des benchmarks avec un jeu d'essai qu'on aura défini pour pouvoir ne pas avoir juste une présentation commerciale qui marche à chaque fois, mais une présentation d'un outil ciblé autour de nos besoins et de notre métier. Voilà. Et là, vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a mis l'accent depuis 6-8 mois. Voilà, j'ai essayé de rattraper le temps. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions par rapport à ce témoignage. Et je suis en vidéo aussi, oui. Ben voilà, il est partout. Oui, c'est pour ça que la vidéo est liée là. Donc justement, là, on a mis les 5 vidéos qui ont été tournées dans des entreprises qui ont participé au parcours, dont Thomas, que l'on peut retrouver aussi sur une vidéo qui a été tournée dans l'entreprise. Début janvier. Début janvier, voilà. Ouais. Et n'hésitez pas aussi dans le cadre de cette sensibilisation industrie du futur, on a également fait d'autres webinaires sur des thématiques connexes que vous pouvez retrouver en replay. Et je ne vois pas le chat avec les questions. Alors désolé, on a pris un peu de retard, mais du coup, si vous avez quelques questions sur les thématiques d'aujourd'hui, et on peut les prendre maintenant. J'arrête le partage du coup. Ah, il y avait une question tout à l'heure pour Myrène qu'on a passé un peu vite. Sur la partie avec nos codes, peut-on faire de la compta générale et analytique?
Alors, je vais répondre à la question. Donc, nous, notre module de comptabilité générale et analytique, il est paramétré en no-code parce que ça nous permet de plus facilement nous adapter à des nouvelles législations et puis que ça nous permet de faire des évolutions très intéressantes. Par contre, c'est le seul module qui n'est pas modifiable pour des raisons légales par les clients directement. Voilà. Et de toute façon, faire une comptabilité, c'est une compta. Il y a, on va dire, les éléments qu'on va modifier, ce sont les éléments qui alimentent la comptabilité et aussi tout ce qui est vérification extra-comptable, contrôle de gestion, où là, on fait beaucoup d'outils no-code qui facilitent le pilotage. Mais voilà, le module comptabilité dans CIMAX, même s'il est en no-code, en fait, on ne profite pas particulièrement du no-code en tant qu'utilisateur. Il y a d'autres questions? Moi, je tiens à remercier en tout cas tous les intervenants pour la qualité de leur présentation aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Et donc, le webinaire sera aussi disponible en replay. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Très bonne journée à vous tous. Merci, bonne journée. également. Merci, très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.